Peut-être pourriez-vous vous approcher, ce serait plus convivial, plus sympathique. J'ai pris une petite carte qui était une des premières de Ciné-été 2004, mais j'ai pas celle de 2002 qui doit être totalement collector, qui doit être gardée dans scène. Je voudrais vous dire quelques mots à propos de Jean-Claude. Tous ici à Val-de-Reuil, nous l'avons bien connu et nous l'avons beaucoup aimé. Nous à qui parfois, pour ne pas dire souvent, je pense qu'Emmanuel Martin comprendra ce que je veux dire, il a pendant 25 ans cassé à tout le moins les pieds pour que ces salles, ses ateliers, son cinéma soient plus beaux, plus grands, plus accueillants. Pour que ses projecteurs soient mieux placés, ses algécos mieux éclairés, ses affiches mieux signalées, et puis pour que son festival soit davantage financé. Nous acquis individuellement, discrètement, constamment, pendant les mêmes 25 années, il a remonté le moral, soignant pour certains un chagrin d'adolescence, trouvant un emploi pour d'autres, pour celui qui n'en avait jamais eu, remettant avec bienveillance et sans leur faire la moindre leçon, parce qu'il était passé par là, les mauvais garçons et les filles égarées dans le droit chemin. C'est pourquoi nous qui sommes réunis au terme de ce quart de siècle parcouru à ses côtés, un an après qu'il s'en est allé, au premier jour de Ciné-été qu'il a créé, et que Jérémy Sassin, qui l'a beaucoup vu à l'hôpital quand il allait mal, désormais fait vivre à son idée. Eh bien, au terme de cette année, nous ne pouvions pas ne pas faire revivre Jean-Claude Bourbeau pour quelques instants. Lui que Nadia Benamara, je ne sais pas si elle est là, mais j'aurais aimé qu'elle le soit et elle le mériterait 100 fois. Lui que Nadia Benamara, à l'instar de ce que disent les Japonais de leurs meilleurs artisans, avait qualifié de trésor Rolivalois vivant, n'aurait pas rejeté cet hommage de la ville nouvelle, aux couleurs bleu-blanc-rouge, de la cité contemporaine un 14 juillet, de la plus jeune commune de France, un jour de fête nationale. Je vais vous faire une confidence. Jean-Claude Bourbeau ne détestait pas tout à fait ce qui était légèrement excessif et un peu théâtral. Nous n'avons donc pas tort de lui payer ce tribut. Nous avons raison. Nous, pour qui il a été, et je vois un certain nombre de ses collègues au conseil municipal, un collègue un peu atypique, un peu déroutant, un peu original, un élu qui ne cachait pas ses passions, dont celle, parce que c'était une histoire d'amour, un coup de foudre, immense, sincère, absolue de notre ville. Un élu qui ne se prenait pas au sérieux. Un élu dont nous avons été, et dont il a été pour nous le compagnon des jours ordinaires et le militant des temps compliqués. Quand il fallait faire campagne et distribuer des tracts face à l'extrême droite, qu'il a toujours combattu, plaider et argumenter sur le marché face à l'extrême gauche, qu'il connaissait bien. Nous n'avions donc pas le droit, tous collectivement, tous ceux qui sont ici, de le laisser s'enfuir, de laisser partir son image, son nom, son travail, le travail de Jean-Claude, et d'accepter comme cela qu'il disparaisse à tout jamais, ou que tout doucement, nous l'oublions. Nous l'aurions voulu d'ailleurs, et ça aurait été d'une singulière ingratitude, que nous ne le pourrions pas. Son souvenir, à intervalles réguliers, soudainement ressurgit. Là où nous ne l'attendons pas, là où il n'est plus, mais là où il a tant fait. C'était évident qu'il était avec nous l'autre jour au repas partage. Vous êtes 10, vous êtes 15, vous êtes 20 à me l'avoir dit. Il est fatal qu'on le voit sous le chapiteau des communaux ou sur la scène du spectacle de la solidarité, parce que ces deux spectacles sont orphelins de leur Père Noël. Il est normal qu'on le voit au cinéma des Arcades introduire un film, ou une plaque d'ailleurs pourrait rappeler qu'il avait fait briller les étoiles. Il est normal qu'on le voit dans le local de la Sogire, où il lui arrivait de dormir et de camper, bien que et Julien et Thomas et moi, nous lui ayons sévèrement interdit. Mais je ne sais pas qui était de force à pouvoir interdire quoi que ce soit à Jean-Claude. Malgré nos remontrances, malgré nos inquiétudes, il dormait sur un matelas là-bas parfois. Et puis, on pourrait le voir rue Grande, à la mairie, qu'il était capable d'envahir à lui seul, et dont la voix de stentor se faisait entendre depuis l'entrée jusqu'à mon bureau un étage plus haut, annonçant sa venue triomphale, la venue de Jean-Claude Bourbeau. Et puis, il y a ceux qui l'ont accompagné jusqu'au bout, qui ont été là quand sa force et sa raison l'abandonnaient, qui n'ont pas détourné la tête devant cet homme qui devenait fragile, qui n'ont pas fermé les yeux devant cet homme qui était malade. Il faut les citer. Nadia, qui fut admirable de consolation, de présence et de douceur. Nabil, Jean-Claude, Nassim, Djibi, qui lui ont offert dans le petit parc qui longeait l'établissement où il était soigné et où je disais à ma femme à l'instant qu'il sentait la mort, cet établissement, et en même temps qu'il était probablement celui dans les 4 qu'il avait fréquentés qui était le moins effroyable. Eh bien, quand nos 4 lascars étaient venus et qu'ils avaient emmené Jean-Claude en promenade dans le petit parc
qui jouxtait cet établissement. Je peux vous assurer que vous lui avez fait passer le jour le plus gai, le plus drôle, le plus intense de toute cette vie d'hôpital qui a été désastreuse et qui a été affreuse. Et vous avez peur, qui plus est, ça lui faisait plaisir évidemment, à une escadrille entière de bonnes sœurs, de religieuses protestantes, qui quand elles ont vu arriver ces 4 gars de Val-de-Reuil, je peux vous dire, ont eu la peur de leur vie. Mais vous les avez finalement laissées là où elles étaient. Et puis, pardonnez-moi, c'est familial. Et je voudrais dire un mot de ma sœur Laurence, qui infatigablement est venue chaque semaine, au moins un jour, sans jamais renoncer, même quand l'espoir ou l'attention de Jean-Claude n'était plus là, lui lire des pages et des pages, avec l'espoir qui était un peu vain, de le ramener parmi nous, par la raison, par la présence, par l'intelligence. Et puis je pense évidemment à Christine, sa femme, et à Véronique naturellement. En octobre dernier, peu avant qu'il parte, alors que j'étais dans sa chambre, dans un service de soins palliatifs, la petite flamme qui, lorsqu'il nous voyait, malgré son calvaire, continuait à briller dans les yeux de Jean-Claude, a commencé à s'éteindre. Je ne pouvais à ce point m'y résoudre que je ne l'ai pas compris, je ne l'ai pas vu. Je croyais qu'il serait encore vivant le lendemain, et le lendemain, il était mort. Bourbeau aurait eu 80 ans cette année. Pour la première fois, aucun d'entre nous ne lui a souhaité son anniversaire, le 17 février. Et lui, qui était attaché à ses petites attentions, il n'a fêté notre anniversaire à personne. Il n'a envoyé de SMS affectueux à personne. Il n'a pas été là. Alors cet hommage, ce film que vous allez voir, c'est notre ultime cadeau. C'est celui du souvenir, c'est celui de la mémoire, c'est celui de la reconnaissance, c'est aussi celui de l'honneur parce qu'il faut payer nos dettes, mais c'est celui de l'amitié et de l'affection. À travers cette soirée que vous êtes beaucoup à avoir voulu autour de ce film produit par Radio Nova et la ville de Val-de-Reuil, que sa femme Christine, mais aussi Véronique et Anna ont construit, que Thomas Toutain, au milieu des 1000 choses qu'il a à faire, a soigneusement piloté, je reconnais la fidélité indéfectible que beaucoup de gens, beaucoup de personnes, vous qui êtes ici, beaucoup d'êtres humains, l'humanité avait une importance pour Jean-Claude, beaucoup d'êtres humains ont voulu, parce qu'il montre Jean-Claude avec ses défauts et ses qualités, son caractère parfois insupportable, et ses moments où il était merveilleux, ses valeurs aussi, toutes comme souvent, toutes comme pour beaucoup d'entre nous, issues à la fois, probablement, et c'était l'explication de Jean-Claude, comme c'est l'explication de beaucoup d'entre nous, je le redis, des plaisirs sauvegardés, et des plaies bien cachées, bien enfouies, au fond de son cœur, d'une enfance qui avait été dure. Comme dans toute histoire, celle de Jean-Claude a fait se succéder des instants dramatiques et de très très beaux moments. Je ne sais pas à vrai dire comment lui-même regardait sa vie. Je crois qu'il avait au fond de lui, on en parlait avec Babette et Mélanie à l'instant, moi je crois qu'il avait au fond de lui une certaine mélancolie, un peu de vague à l'âme, une grande tristesse qui lui venait, ce n'est qu'une impression, de ce mélange d'épreuves et de succès personnels et professionnels qui avait été sa réalité, qui avait été sa vie. Il avait à la fois un grand cœur et il avait le cœur gros. Il pouvait être au même moment anormalement gai et profondément triste. Au fil du temps, il ne s'était probablement pas assagi, non, mais ce qui était presque triste d'une certaine façon, il s'était résigné. Mais s'il s'était résigné, il s'était résigné pour lui et jamais pour les autres. Parce que Jean-Claude était courageux, Jean-Claude était généreux, Jean-Claude était bienfaisant, Jean-Claude était bienveillant, Jean-Claude était beau et Jean-Claude était fort. Mais après une année d'agonie, son lit d'hôpital était devenu le radeau de toutes les souffrances et l'instant de tous les sanglots. Ce n'est pas la vision qu'on garde d'un ami. Alors permettez-moi de dire quelques mots de lui tel que je l'ai connu. Jean-Claude est entré dans ma vie il y a 55 ans. J'avais 12 ans et tout allait mal. Avec Véronique qui partageait alors sa vie, ils sont devenus les amis de ma mère d'abord, avant de devenir les miens. Pendant plusieurs années, à une époque où il n'était pas tout à fait invraisemblable de vivre en communauté, je ne voudrais pas décevoir certains, mais nous étions à la gauche de l'extrême ou à l'extrême de la gauche, je ne sais plus. Nous avons habité ensemble avec eux et avec d'autres, avec Catherine naturellement, avec Franck qui m'a écrit un mot touchant. Il m'a écrit parce que nous vivions ensemble dans une maison déglinguée où on vient à pied, où on ne frappe pas, où ceux qui vivent ici ont jeté la clé et qui restent accrochés à ma mémoire. Tout y était drôle et tout paraissait nouveau. Nous nous sommes composés une sorte de famille et construit un refuge. Jean-Claude en était un repère. Il organisait, il réparait, il proposait. Avec lui, on apprenait des choses fausses qu'il rendait vraies, qu'il fallait lire Rouge, le magazine de la Ligue communiste révolutionnaire, plutôt que Rock and Folk, que Goldman s'appelait Pierre, et qu'il avait tué des flics, et pas Jean-Jacques, qu'il fallait adhérer à la LCR, et que Alain Krivine était seul dans le vrai,
que Marseille n'était pas seulement la plus belle, mais la plus grande ville de France, que les pompiers de Paris, dont il avait fait partie, la BSPP, étaient les seuls militaires qui vaillent, parce qu'au lieu de faire feu, ils l'éteignaient, que le plus important n'était pas d'être un virtuose de la clarinette et du cornet à piston, titre qu'on savait en écoutant 3 secondes Jean-Claude qu'il n'aurait jamais, puisqu'il massacrait absolument tous les airs qu'il essayait de jouer. Et qui n'a pas entendu Summertime par Jean-Claude Bourbeau, irreconnaissable, que jamais Louis Armstrong n'aurait entendu, n'a jamais rien entendu. Mais Jean-Claude était le seul, parce qu'il avait une oreille musicale propre à lui-même, simplement, qui pensait qu'il était un excellent clarinettiste et un très très bon trompettiste. 10 ans durant, y compris entre l'écrit et l'oral de l'ENA, j'ai été son apprenti, son arpète, j'en suis fier. À chaque fois qu'il trouvait un de ces petits boulots qui, entre 2 cachets, font vivre les comédiens au chômage, il précisait à son commanditaire que pour refaire une salle de bain, animer un bar à l'entracte, couvrir la verrière de la Villette, construire un décor ou faire le figurant, il n'y aurait pas un contrat, mais 2. Le sien et le mien. D'une certaine façon, je partage un peu tous ceux qui ont été ses employés, parce ils étaient ses employés, ceux que j'ai cités, et qui ont fait ciné-été. L'été, il nous prêtait Catherine, Sam et Harry, et nous la lui rendions à l'été, un peu cassée, et lesté de milliers de kilomètres, sans qu'il y trouve à redire jamais un mot pour dire « c'est étonnant, je t'ai passé une voiture qui avait 1000 kilomètres, et tu me la rends avec 15 000 ». Il était si heureux que nous revenions de Grèce ou de Sicile bronzés, à 20 ans, et que c'était grâce à lui. Certes, Jean-Claude était parfois, je l'ai dit, un peu excessif. Il n'est pas certain que tout ce qu'il enseignait restât d'une utilité quotidienne. Je veux prendre quelques exemples. Avaler de l'essence pour cracher des flammes sans ulcère à l'estomac, pas utile. Sauter d'un toit sur un petit matelas pas assez large ni assez épais pour épater de vrais cascadeurs, pas utile. Courir avec eux devant des chevaux au galop pour un tournage idiot, pas utile. Faire le poirier sur un vélo en marche, pas utile. Mitrailler une jolie fille avec un appareil sans pellicule avant que le numérique existe, utile. Battre des records de vitesse sur une moto est-allemande autour du périphérique, pas utile. On l'avait fait, il s'est arrêté lui-même, parce que Jean-Claude était un être quand même assez fragile de temps en temps. On s'est arrêté un quart d'heure, tellement il tremblait, parce que, voilà, on avait, je sais plus, on était à 200 à l'heure sur une moto qui, pour ceux qui connaissent, une MZ. Voilà, c'est une saloperie cette moto. Voilà, bref. Entourer sa main d'une ceinture pour casser la figure à d'ex-guerriers héros cubains ou dominicains réfugiés à Paris, dont il n'avait pas apprécié un regard ou un mot. J'ai vu Jean-Claude se battre avec 5 mecs qui avaient été avec Che Guevara. Et je lui ai dit, mais tu es fou, ils vont nous péter la gueule. Et c'est lui qui a eu raison. Il a fait, viens, tu vas voir. Il a pris la ceinture, il l'a mis comme ça. Bah, les mecs, il n'y en a pas un qui l'a frappé. C'est pas un conseil que je vous donne, mais c'est quand même quelque chose d'étonnant. Lui repasser 47 fois la même clé à molette en 10 minutes. Tous ceux qu'on travaillait ici le savent. Puis à sa demande, et toujours en 10 minutes, la ranger 48 fois à sa place dans la boîte à outils. Faire reculer et avancer d'invisibles millimètres une nuit entière sa voiture sur le toit de laquelle il avait fixé un projecteur de diapos pour les reproduire sur du papier photo géant. Dire vier comme en Bourgogne, qui doit vouloir dire sexe à mon avis. Ou fanculo, ça on comprend ce que ça veut dire comme en Italie, quand on se met un coup de marteau sur les doigts. Cette amitié salvatrice, Jean-Claude me l'a offerte, vous l'a offerte. Il l'a dupliquée à des milliers d'exemplaires, j'allais dire à des milliers d'exceptions. Car aucune relation qu'il a pu avoir avec l'un d'entre vous était calculée, fausse ou artificielle. Chacun de ceux à qui il leur parlait comme s'il était la personne la plus importante pour lui de la vie, et cette personne était réellement la plus importante pour lui de sa vie. Qui que vous soyez, homme, femme, venu du bout du monde ou venu du coin de la rue, vous étiez important pour Jean-Claude, et il voulait vous convaincre ou vous parler. Il ne pouvait voir un enfant seul ou malheureux, lui avant d'adopter Sacha, n'en avait pas eu, et c'est aussi, peut-être le savez-vous, une des clés pour comprendre Jean-Claude. Il ne pouvait pas avoir une famille dans le besoin ou l'ennui sans l'aider. À Val-de-Reuil, où en compagnon de toujours, ainsi qu'il se présentait, il était venu parce que j'en étais le maire, il a sacrifié 20 ans durant, 20 ans, ses vacances, son sommeil, ses tournages, pour animer entre autres exploits ce festival de cinéma en plein air qui s'ouvre aujourd'hui, et auquel il donnait un titre généralement incompréhensible, un thème incompréhensible, une affiche incompréhensible, une programmation incompréhensible, et je m'en rappelle également un budget incompréhensible, mais qui était une lanterne magique allumée dans la ville. Il y invitait à s'instruire et à se divertir gratuitement autour de gâteaux et d'une tasse de thé. Ceux qui ne pouvaient partir en vacances ou s'offrir un ticket au multisalle de Grand Quevilly.
Qu'on me cite le nom d'une seule personne qui, pour la couleur de sa peau, la prononciation de son nom, son statut social, la taille de sa famille, sa réputation, une absence de justification de son séjour en France, aurait été par lui mal reçue, aucune, on n'en trouvera pas. Jean-Claude ouvrait ses bras à chacun, à tout le monde, et sans calculer, une fois encore, et sans juger. Il est bien que se poursuive, Jérémy, cette tradition culturelle, qui était aussi une innovation sociale, qui était aussi une nécessité économique, et qui a été d'une certaine façon un élément de notre renouvellement urbain. Les projections, au début, étaient d'ailleurs un alibi, ne nous le cachons pas. Quel que soit le nombre de spectateurs, parfois très faible, ne parlons pas de cinéphiles, le but secret du directeur du festival, il tenait à ce titre, était de recruter une palanquée de projectionnistes et d'ouvreuses, pas tous opérationnels, je suis désolé de vous le dire, auxquels il procurait, outre un salaire, un CV et pour certains, une virginité judiciaire. Cela ne s'arrêtait pas là. Jean-Claude entrait dans les maisons où régnait la violence pour l'apaiser, secourait ceux qui étaient dans le deuil ou la peine, allait au tribunal, il l'a fait maintes et maintes fois, pour témoigner en faveur des voleurs de supermarchés, parcourait Stenson ou sombrero sur la tête la place des 4 saisons. Connu de tous, salué de tous, respectueux de tous, il était un héros du vivre ensemble, un champion de la mixité sociale, il était le Jean-Claude de tout le monde. Il ne faut pas chercher très loin sa motivation. Privé d'un grand-père qu'il vénérait, de sa marraine qu'il adorait, obligé à un CAP de plombier, il parlait peu de ses parents et de ses origines très populaires, de l'enfant né à la fin de la guerre qu'il avait été. Est-ce que 1945 était la meilleure année pour voir le jour? Est-ce que Saint-Julien-du-Sault, ses 1700 habitants perdus entre Sens et Auxerre, le plus bel endroit pour vivre? Quand on rêve de canebières, d'estacs, de projecteurs, de calanques, de théâtre, de scènes, quand 1968 est arrivé comme une libération, probablement, ce n'était pas à Saint-Julien-du-Sault en 1945 qu'il fallait vivre. Dès ses premiers pas, rien n'avait été facile pour Bourbeau, je le devine, je le sais. Dans un court-métrage, il m'avait donné à jouer son propre personnage. Le film que nous verrons dans un instant, celui que nous avons produit, s'intitule « À moi-même bien des personnages ». Et cela en dit beaucoup sur lui, et c'est vraiment probablement la vérité qu'on peut avoir de lui. L'adversité souvent l'a rattrapé. Il arrivait que, touchant au but, un événement, un accident, ruine ses espoirs et compromette sa carrière. Ces coups du sort auraient terrassé n'importe lequel d'entre nous. Toujours il s'en relevait. J'entends encore les chirurgiens, abasourdis que Jean-Claude tombait d'une falaise, mais pas d'une falaise de 10 mètres, tombait d'une falaise de 50 mètres. Marche plusieurs kilomètres sur un sentier, perdant son sang, le crâne ouvert, on voyait son cerveau à travers, et fracturé, puisse échapper à la mort et être sauvé. Personne ne pensait que ce soit possible. Comme pour nous tous, il y eut d'autres chutes, d'autres blessures, plus intimes, plus personnelles. Quand il était malheureux, Jean-Claude ne voulait pas qu'on le voie. C'était un colosse au cœur d'argile. Il se cachait, il disparaissait, il s'échappait à l'autre bout du monde. Je l'ai vu partir pendant 1 an au Vietnam et 1 an en Amérique latine, au Honduras. Il ne voulait pas qu'on le voie. Il en revenait consolé, mais cicatrisé et couturé. Vous le savez, Jean-Claude était un acteur tout temps, un artiste tout-terrain, mendiant et statue du commandeur dans Don Juan, vous le verrez, superbe jeune premier de la Palombière. Je vois aussi bien le Carlotto de Méphisto de Klaus Mann que le garde-barrière chez Claude Lelouch, racontant la Commune de Paris avec son premier théâtre, le texte, ou dans Jean, Marilyn Monroe pour John Arnold, déclamant des vers pour le Printemps des Poètes, où il avait été recruté par Emmanuel Hogg, qui a produit ce film en s'en souvenant, et Jack Lang, chanteur d'opérette viennoise, à l'Auberge du Cheval Blanc et pour la Grande Duchesse de Gerolstein, avec une très belle cantatrice, Jean-Claude aimait bien les belles cantatrices, Anna Holkroyd, burlesque sur Radio K depuis San Remo en Italie, ou affreux sale et méchant pour Groland, metteur en scène de l'Alouette d'Hanouï à Hanoï, ambassadeur de la francophonie en Amérique latine, protagoniste d'un voyage à Auschwitz, cheville ouvrière du festival de Ferney-Voltaire, préfiguration à la frontière suisse de Val-de-Reuil. On peut le voir et l'entendre chez Bourseillet, chez Guédiguian, chez Lautner, chez Alain Sachs ou chez Catherine Corsini, chez Nicolas Ribowski, chez Michel Lang, chez Frédéric Schoendorfer et Michel Deville. Vous le sentez à ma voix, qui par moments s'est troublée. Bourbeau était un ami bon et fidèle, presque comme un grand frère. Pour moi peut-être, et puis j'ai grandi, pour beaucoup d'entre vous, pour certains de ceux qui sont ici. Il est parti. Alors nous ne voulions pas en rester à des souvenirs trompeurs, à des souvenirs tristes, à quelque chose qui ne bouge plus. Nous ne voulions plus aller le chercher sur Internet, à ces adresses où son nom existe encore sur les réseaux sociaux, ces adresses qui sont encore ouvertes, mais plus personne ne publie quoi que ce soit. À Jean-Claude, il fallait de l'authentique. À Jean-Claude, il fallait du vrai, du scénarisé et du mise en scène, du monde,
un grand écran, un projecteur en plein air. Il fallait ciné-été. Je vous invite à le retrouver. Place au cinéma, place à Jean-Claude Bourbeau. Et comme il le veut une tradition dans le théâtre et au cinéma, quand on aime un ami qui est parti, on l'applaudit.